Retrouvez 9h50 le matin avec Nature House, suivi diététique pour perdre ses kilos. Nature House, plus de 25 ans d'expérience dans la perte de poids. Bonjour, 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien au cœur de l'Île-de-France et de votre vie quotidienne. Une vie quotidienne où l'on consomme et où l'on jette. Mais est-ce normal que chaque année, 6 millions de Français aient du mal à se nourrir, alors que dans le même temps, 10 millions de tonnes de nourriture finissent à la poubelle? Et en Île-de-France, c'est 3 fois plus. Halte au gaspille. Nos invités se mobilisent, ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de 9h50 le matin, installé en plein cœur de Paris. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, dépasser le chacun pour soi. Quand je pense à moi, je pense à toi. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, c'est les paroles de cette fameuse chanson lorsque ont été fondés les Restos du Cœur. Coluche, c'était en 1985, il y a 33 ans. Et 33 ans plus tard, 6 millions de Français ne mangent pas à leur faim. C'est un Français sur 10. Et dans le même temps, chaque année, ce sont 10 millions de tonnes de nourriture parfaitement consommable, qui finissent directement à la poubelle. Pour les Parisiens, c'est 3 fois plus, 13,6 kilos par personne et par an de produits encore emballés, qui vont à la poubelle. Pourtant, vous êtes plus de 95% à estimer que vous gaspillez peu ou pas. Alors, que se passe-t-il? Comment on en est arrivé là? Comment réveiller les consciences et comment agir aussi, que ce soit à petite, à moyenne ou à grande échelle? Du côté des mairies, des cantines, des associations, des restos d'entreprise, ça bouge un peu, beaucoup, pas assez. Ils sont de plus en plus nombreux, en tout cas, à se mobiliser. Comme vous, Anne Le Guéniou, bonjour. Vous, c'est au niveau de votre foyer que vous avez décidé d'agir, mère de famille. Vous êtes mère de 2 filles, 13 et 18 ans, je crois. 17 ans encore. 17 ans, membre de l'association Zero Waste France. Waste, c'est un mot qui veut dire à la fois déchets et gâchis. Donc, les anglo-saxons ont déjà tout compris. En 2014, vous vous lancez un défi, 0 déchet à la maison. On est curieux de savoir comment vous avez fait 3-4 kilos de déchets par mois pour toute la famille. Faut savoir que pour une famille française en moyenne, c'est 100 à 120 kilos par an. Comment faites-vous? Vous allez nous donner vos astuces, vos trucs. En tout cas, c'est tout votre quotidien qui a changé. Et on a envie de recueillir votre témoignage. Valérie de Margerie, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Le Chaînon Manquant, qui a été fondée, qui est née en 2014, d'un constat, c'est que jusqu'ici, tous les invendus étaient récupérés, mais il s'agissait de produits secs, de produits de conserve. Or, les cantines, les restos d'entreprise, lors des grands événements, eh bien, ce sont des kilos et des kilos de nourriture fraîches, comme des sandwichs par exemple, qui sont jetés. Et vous avez décidé d'organiser, vous avez été la première sur ce créneau, la récupération de ces invendus en flux tendu dans la journée. C'est un sacré défi, on va en parler ensemble. Lucie Bache, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, 25 ans seulement, fondatrice d'une start-up et appli qui s'appelle Too Good To Go. Alors littéralement trop bon pour partir, pour disparaître, pour être jeté à la poubelle. Partie du même constat que tous ces invendus frais ne doivent pas être jetés. Vous, votre outil de redistribution, c'est le numérique. Et avec votre appli, on peut voir autour de soi, en temps réel, quels commerces se débarrassent de leurs invendus à prix cassé. En un an, vous avez sauvé 45 000 repas. 450 000. 450 000, qu'est-ce que j'ai dit? 45 000, 450 000, bien sûr, vous avez raison de rectifier, c'est le chiffre que j'avais en plus. Arash Desrambarches, bonjour. Bonjour Charlotte. Même démarche, avec l'appli The Food Life, c'est un peu la même idée. Chacun peut récupérer les supermarchés qui se débarrassent de leurs invendus. C'est une appli qui est née après la loi du 3 février 2016, dont vous êtes à l'origine et qui a contraint les supermarchés à donner leurs
hamburgers invendus à des associations et non plus à les jeter. On va en reparler en France. Effet boule de neige, hein, sûrement une satisfaction pour vous qui avouez avoir eu faim. À l'âge de 20 ans. Vous êtes un homme engagé avec un livre, le manifeste contre le gaspillage alimentaire, c'est chez Fayard en 2015. On voit le livre à l'antenne, engagé en politique aussi, puisque vous êtes conseiller municipal à Courbevoie. Vous êtes une grande majorité de Parisiens, je le disais, 97%, qui disent qu'ils gaspillent finalement pas tant que ça, peu ou pas du tout. A-t-on conscience vraiment de ce qui est gaspillé et que fait-on à notre niveau tous les jours? Maxime Guyot et Roman Collat sont allés tout simplement demander aux Parisiens. Quelle est la ville ou la région qui est championne en gaspillage alimentaire en France? Je pense les grandes villes, hein, comme Paris, Lyon, enfin, je pense ces villes-là, où il y a plus de population. Peut-être Paris parce que c'est la plus grande ville. Je pense que c'est la ville qui dépense le plus, en tout cas qui gaspille le plus. On pourrait dire spontanément c'est Paris, mais je suis pas sûre du tout parce qu'il y a plein de petits commerçants à Paris. J'imagine malheureusement que c'est l'Île-de-France et notamment Paris, hein, parce qu'il y a une concentration de supermarchés, etc. Et pour moi, les champions du gaspillage alimentaire sont les grandes entreprises. On gaspille de tous les côtés, que ce soit individuellement ou d'un point de vue des centres commerciaux, des magasins. J'habite pas loin d'un supermarché, je vois tout ce qui est gâché le soir et qui est sorti dans les poubelles, c'est assez effarant. Les hypermarchés, en fait, il y a certainement des choses à faire dans les circuits de réintégration des aliments plus ou moins passés. Je pense que la restauration est en premier plan. Il y a beaucoup de gens qui laissent dans leur assiette, hein, donc quand on voit les nombres de sacs pleins de retours de nourriture. Les hôtels aussi, parce que j'ai travaillé pendant longtemps dans les hôtels et c'est vrai qu'il y a énormément de gaspillage. Tous les retours petit déjeuner, ils n'ont pas le droit de conserver les aliments, donc c'est tous les jours énormément qui partent à la poubelle, quoi. Bon, voilà ce que les Franciliens disent dans la rue, hein. Ils ont quand même conscience de ce qui se passe. Voilà ce que disent les chiffres, des chiffres impressionnants et même choquants. Surconsommation en France avec un tiers des denrées qui finit à la poubelle. Cela représente 10 millions de tonnes de nourriture consommable chaque année, 38 kilos. Toutes les secondes, s'il ne fallait retenir qu'un seul chiffre. Premier responsable, la distribution, 2,3 millions de tonnes, suivi par la restauration. Dans les foyers, 5,2 millions de tonnes, c'est 79 kilos par personne. En région parisienne, c'est 3 fois plus. Des restes aussi, des fruits, des légumes, 13 kilos de nourriture par an et par personne, mais même pas déballés. Voyez ce reportage de Morgane Prévost et Pierre Pachou. Sans même avoir été entamés, certains de ces aliments passeront directement de notre réfrigérateur à la poubelle. Dans la capitale, nous jetons 47 kilos de plus que la moyenne nationale. Les Parisiens sont les grands champions du gaspillage alimentaire. Enfin, pas si on les écoute. Ah oui, sûr. Je ne jette rien. Je recycle tout, moi. Parce que je suis à la maison, donc je cuisine. Je finirai le repas avec un mal de ventre parce que j'en ai trop pris et je ferai attention la prochaine fois. On jette toujours forcément des choses, mais on essaie de faire attention. C'est ce qu'on nous dit de faire, on essaie d'obéir. Car quelques astuces permettent de moins gâcher. C'est Amagnette qui vous explique comment organiser au mieux votre réfrigérateur. Régulièrement, la capitale organise des opérations dans les supermarchés pour sensibiliser les Parisiens qui gaspillent toujours plus chaque année. Le rythme de vie urbain n'est pas le même que le rythme de vie ailleurs en France. Le fait que les Parisiens mangent plus souvent au restaurant. Dans cet établissement, la lutte contre le gaspillage commence en cuisine. Écrasé de pommes de terre. Ça, c'est des petites barquettes juste pour vous montrer un peu comment on fonctionne, pour calibrer et d'avoir des portions. Voilà, donc peser, des pesées précises. Les plats servis sont un peu moins copieux qu'avant et les assiettes qui reviennent en cuisine sont presque toutes vides. Mais depuis 2 ans, quand ce n'est pas le cas, le restaurant propose aux clients de repartir avec leur reste dans un doggy bag. On voit déjà en 2 ans des progrès puisque les gens accueillent de mieux en mieux la démarche. Au départ, ils pouvaient être un peu frileux ou un peu gênés. Et au fur et à mesure, on a de plus en plus de gens qui nous le demandent. Ça peut permettre éventuellement, si on n'a pas le temps de se faire manger le soir, voilà, on le fait réchauffer et puis c'est rapide. Cela permet aussi de lutter contre l'effet de serre et surtout de préserver son pouvoir d'achat. Car en gaspillant, chaque foyer perd environ 400 € par an.
Voilà, un début de prise de conscience, début seulement, mais enfin c'est déjà ça. Journée mondiale de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'était le 16 octobre dernier. Arrache des Rembarches, vous avez grandi à Courbevoie, pas avec une cuillère en argent dans la bouche, dites-vous. Et à 20 ans, j'ai eu faim, j'ai honte de le dire. Est-ce que c'est à ce moment-là que remonte votre combat? Qu'est-ce que c'est que cette loi concrètement? La loi a été votée le 3 février 2016. Un citoyen aujourd'hui peut créer sa propre association, obtenir une habilitation et aller réclamer les invendus alimentaires au supermarché de son choix. Si le supermarché refuse, c'est une infraction pénalisée de 3 750 € d'amende. C'est une première européenne? C'est une première mondiale. Première mondiale. Je suis allé voir le président Macron et ses conseillers à l'Élysée le 19 octobre dernier, 3 jours après la fameuse journée mondiale contre le gaspillage alimentaire et de l'alimentation. J'ai demandé au président Macron et à ses conseillers qu'on puisse étendre cette loi sur l'Union européenne. Parce qu'en France, chère Charlotte, il y a 10 à 15 millions de Français qui n'ont plus d'argent sur leur compte en banque. L'Europe, c'est 100 millions de personnes. Il fallait faire une loi sur l'urgence. En préparant cette émission et en parlant autour de moi, les gens disaient c'est quand même dingue, la grande distribution, il faudrait faire quelque chose. Les gens ne savent pas que cette loi existe, que son bilan est bon, qu'on est effectivement précurseurs mondiaux. Ma question, c'est celle-ci, c'est nous, à notre niveau, chez nous, dans notre foyer, dans notre cuisine, pourquoi c'est simple de réduire ce gaspillage et ça commence par quoi? Je me permets de retourner. Non, mais... Je me permets de nuancer votre question, si vous me permettez. Parce que pour moi, le combat, il n'est pas là-dessus. Vous me parlez des 45% qui, effectivement, gaspillent. Pour moi, l'enjeu, c'est pas de culpabiliser le citoyen. Ça, c'est un enjeu de société. C'est culturel. Pour moi... Non, c'est l'aider à trouver les gestes et l'accompagner dans le changement de ses habitudes. Et ça sera vos invités qui pourront répondre. Moi, ma préoccupation, c'est de dire aux lobbies, ça suffit. Moi, je suis un élu. Mon objectif à moi, c'est que les lobbies ne puissent pas porter atteinte aux intérêts de la collectivité. C'est pour ça que je me suis attaqué, sans vouloir attaquer, parce que je respecte le système économique. J'ai du respect pour les acteurs du système agroalimentaire. Mais je leur ai dit simplement, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui n'ont plus d'argent. Il faut que la nourriture, 50 kilos de nourriture tous les soirs, puisse être redistribuée. Vous me dites quelle est la possibilité pour chaque citoyen d'améliorer son comportement. Dans le livre que j'ai publié aux éditions Fayard, il y a une partie sur le comportement personnel. D'abord, ne pas acheter le ventre vide lorsqu'on va faire ses courses. C'est quelque chose de bon sens. Vérifier ses placards, les dates de péremption avant d'aller faire les courses. Mais il faut dire la vérité. Il y a une magouille dans cette affaire. Sur les dates de péremption notamment, il y a une différence entre la date de vente en matière de péremption et la date de consommation. Lorsque vous voyez par exemple que des produits qui sont par exemple transportés jusqu'aux Antilles, on fait allonger la date de péremption, c'est que quelque chose ne va pas là-dedans. La réalité, c'est quoi? C'est que la distribution possède 80% du système de la distribution donc, au niveau de l'agroalimentaire. Les 20% qui restent, les circuits courts, les circuits parallèles, sont en minorité. Donc, si vous voulez, ce système contraint et le consommateur et les agriculteurs et les producteurs. Vous vous êtes attaqué à celui qui est le responsable numéro 1, à savoir la grande distribution, et vous avez réussi à faire passer cette loi. Vous, Valérie de Margerie, vous fondez votre association en 2014, de retour d'une expatriation des États-Unis, donc qui a changé aussi peut-être votre façon de penser. Vous étiez alors ingénieur économiste. Qu'est-ce qui a provoqué chez vous le déclic et l'envie de faire quelque chose ? Alors, comme vous dites, j'étais à une phase de ma vie où peut-être il y avait besoin d'un changement. C'est un retour dans son pays natal. Donc, quelque part, on se repose toujours la question de ce qu'on va faire. Et j'étais dans une quête de sens. Voilà. Donc, je pense que c'est qu'en 2014, et on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont démarré à peu près à ce moment-là, il y a quand même eu une prise de conscience collective du fait que notre société de consommation, d'abord, détruit notre planète en épuisant les ressources et laisse de côté un grand nombre d'hommes, de femmes, d'enfants. Alors, c'est un constat tout bête. Vous avez dit 10 millions de tonnes de denrées jetées chaque année. En parallèle de ça, c'est 6 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Donc, simplement de voir les poubelles déborder alors que des millions de personnes ont faim, pour moi, c'est inacceptable. Voilà. Avec quelques autres, on s'est posé la question de qu'est-ce qui manque. D'où notre nom, le chaînon manquant. Chaînon manquant. Comment mieux faire le lien entre ceux qui ont trop et ceux qui ont faim. Voilà.
Alors, j'imagine qu'on y reviendra. Oui, on va parler de votre mais vraiment, engagement. c'est un constat de départ et l'envie, une énergie positive, si vous voulez, pour agir. Et je pense qu'il nous de faire bouger les rassemble choses. Oui, il s'est passé quelque chose dans ces années-là, vous avez raison, et cette émission permet de faire le bilan 2 ans plus tard. Anne Le Guéniou, vous êtes mère de famille, 2 adolescentes. Pareil, même question, la prise de conscience, elle vient d'où? Elle vient d'un coup, ou au bout d'un ras-le-bol, ou comment vous passez à ce choix du zéro au déchet qui peut apparaître, en tout cas aux yeux du grand public, un choix un peu radical? Alors, j'ai toujours eu l'envie de vivre sans détruire. Ça a été un peu une constante en moi. Et j'avais du mal à voir tout ce que je jetais. Et en janvier 2014, à force de voir des images aussi d'animaux marins qui mouraient, parce que j'ai beaucoup vécu en bord de mer, j'ai beaucoup vu de déchets, du coup, sur les sacs plastiques. Des sacs plastiques, et de savoir que notre mode de vie détruisait une partie de la planète. Moi, je pense qu'on peut vivre sans détruire. C'est une conviction que j'ai, et ça faisait un moment que j'y pensais, et c'est en janvier 2014, je me suis dit, là j'agis. Ça suffit. Ça suffit. Je passe à l'action, et j'ai vraiment eu envie d'agir. Je le disais, 3-4 kilos de déchets par an chez vous, contre 100 à 120 kilos par foyer en moyenne. Par mois. Par mois, pardon. C'est énorme. Vous faites comment? On a envie de savoir concrètement comment ça se passe, comment vous avez obtenu ce résultat. Vous dites que ça commence par la façon dont on fait les courses. Expliquez-nous. C'est vrai qu'en janvier 2014, je me suis dit stop aux déchets. Et là, je suis partie dans une aventure à la recherche de solutions pour éviter tous mes déchets. Alors lesquels, par exemple? Quand on fait les courses? Donc, j'ai dû repenser ma façon de consommer. Et donc, ça commence dès les courses, dès l'achat, où j'essaye de trouver des solutions pour éviter tous les déchets. Donc, j'ai dû remplacer tout ce qui est jetable par des objets réutilisables. Aller chercher, trouver des adresses pour trouver des aliments non emballés. En vrac, ça s'appelle les achats en vrac, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ces démarches-là. Alors on part avec ses propres récipients, ses bocaux, ses petits sacs en tissu par exemple, et puis on va acheter la matière, les haricots, le riz, la farine, telle quelle. Donc on évite ainsi un emballage. Vous dites que vous vérifiez aussi beaucoup les placards et le frigo pour limiter les achats au strict nécessaire. Pour avoir le juste stock et ne pas avoir de denrées qui se périment justement au fond d'un placard. Alors ça ne va pas seulement... bon là aujourd'hui notre sujet c'est le gaspillage alimentaire, mais pour tout le reste comment on fait? Parce que la lessive, le savon, là aussi vous avez étendu le zero waste à toute la maison? À toute la maison, donc j'ai trouvé 2 adresses principales qui me permettent de me fournir, où je viens... Moi, ça ne me coûte pas du tout de remplir Ce qui me coûte, c'est de jeter, personnellement, parce que pour moi, jeter, c'est détruire. Et j'ai envie d'être dans une dynamique constructive et de fonctionner en cycle comme la nature. Je m'inspire beaucoup de la nature parce qu'à un moment, j'ai eu un mode de vie un peu comme tout le monde, où j'avais une vie très pédante, un emploi un travail à temps plein, bien accaparant. Oui, parce que ce qu'on entend souvent comme résistance, parce qu'on est en train de parler de ces habitudes qu'il faut changer. Il n'y a rien de plus difficile à changer qu'une habitude. Et c'est vrai qu'on est tous pleins de bonnes intentions, mais voilà, on a une vie à 100 à l'heure et on subit aussi un système de distribution où on n'a pas forcément le choix. Géographiquement, on est souvent plus près d'une grande surface que d'un magasin bio. Il y a tout ça qui fait qu'on est un peu... On ne peut pas nous culpabiliser parce qu'on est aussi à la merci de ce qu'on nous offre. On subit un peu. Et moi, j'ai décidé de choisir mon mode de consommation et justement de ne plus subir. Et là, ça a été vraiment une démarche personnelle intense. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce que vous nous avez raconté en préparant cette émission que vos filles ne vous suivent pas forcément. J'imagine que ça prend un peu plus de temps aussi. C'est quoi le plus compliqué? Alors, le plus compliqué, c'est de changer mes propres habitudes, de me déconditionner et en plus d'être freinée par l'entourage. Des fois, ça me générait quelques frustrations. Mais je suis obligée de composer avec, puisque mon but, c'est de vivre avec mes enfants. Donc,
j'accepte les contraintes. C'est bien que vous le disiez ici, parce que je le disais, dans la tête du consommateur pressé, c'est dur de changer ses réflexes. Quels sont les nouveaux gestes, les petites astuces que chacun d'entre nous tente et essaye d'adopter? On a été demandé aux Parisiens, écoutez. Et que faites-vous au quotidien pour empêcher le gaspillage alimentaire? Moi, je trie mes déchets, mais après, sinon, je fais pas grand-chose. J'essaye d'acheter le moins de choses avec un maximum d'emballage. Je fais en sorte de jeter le moins de choses possible. Ça m'arrive exceptionnellement. Et quand ça m'arrive, j'éprouve toujours une petite gêne parce que d'abord ça correspond à de l'argent que j'ai dépensé pour rien. Déjà à la maison, j'essaie de ne pas jeter les choses. J'ai eu une éducation où on ne jetait pas le pain, on ne jetait pas les choses comme ça. Et puis, à part ça, j'essaie de ne pas jeter ma propre nourriture et de ne pas acheter en surplus, sachant que ça ne va pas être utilisé à la maison. Je vais surtout chez les petits commerçants, c'est que je ne fais pas de provisions. J'achète au jour le jour pour jeter le moins possible. J'essaie de pas trop remplir mon frigo. De ne pas acheter spécialement en grande quantité parce que c'est moins cher, parce qu'on finit par le jeter. Nous, on finit les restes. Voilà. Après, ça m'arrive de donner à la banque alimentaire. Quand il y a des supermarchés qui le font, je prends toujours des articles pour que ça profite aux associations, etc. Voilà, des citoyens qui essayent au mieux de participer à ce mouvement anti-gaspi. Arrache-des-Rembarches, vous le disiez, c'est la grande distribution qui est la première responsable, ou tout du moins au cœur de cette question du gaspillage. 2 ans pile maintenant qu'a été promulguée la loi contre le gaspillage dans la grande distribution. Obligation de distribuer les invendus, amende de 3 750 € en cas de refus. Bilan 2 ans plus tard. Très simple, plus de 10 millions de repas distribués en 2016 grâce à cette loi. C'est plus de 22%, chiffre des Restos du Cœur, confirmé par beaucoup d'organes de presse et beaucoup d'associations. Je suis en lien avec énormément d'associations. Il y a eu plus de 5000 nouvelles associations créées grâce à cette loi. Pourquoi? Pour une raison très simple, en fait. C'est que c'est du bon sens. C'est qu'à un moment donné aussi, on a répandu la fraternité grâce à cette loi. Alors poursuivons le bon sens et on se dit, et les entreprises alors? Puisqu'on voit bien que dans les chiffres que je citais, c'est le deuxième plus gros producteur de produits gaspillés, si j'ai envie de dire. Et on ne les contraint pas pour l'instant, les entreprises? On va aller même plus loin que ça. Restaurants, restauration collective, restauration scolaire, maison de retraite, prison, boulangerie, cantine. Donc on va aller plus loin. Ouais. Il y a des solutions personnalisées, mais la réalité c'est que ça fait 2 ans. La réalité, on parle de ça depuis 3 ans. À l'échelle humaine, c'est rien du tout. Et c'est révolutionnaire. On parle d'un changement de civilisation dans notre comportement. Et on le disait tout à l'heure, c'est des années où, il y a eu en 2014, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est le moment que vous avez choisi, Valérie de Margerie, le moment où vous avez lancé votre mouvement, votre association, avec une idée toute simple, se mettre sur un créneau qui était pas occupé jusque-là. Il y avait, c'était que les produits secs qui étaient redistribués. C'est ça votre idée? Produits secs ou produits longue conservation. C'est ça. Voilà. Donc en fait, on s'est dit qu'il manquait une solution plus réactive, plus locale, adaptée à la gestion des produits frais. Voilà. Alors les produits frais qui viennent d'où? Parce que c'est événements sportifs. Non, alors à la base de partout. C'est-à-dire qu'on a conçu notre solution en complément des solutions historiques type banque alimentaire, en se disant qu'il faut aller plus vite. Donc on travaille effectivement en flux tendu. Donc la façon dont on travaille, c'est qu'on collecte les produits en surplus ou invendus alimentaires directement chez les professionnels. Encore alors, professionnel, ça veut dire, soyons clairs pour le téléspectateur, ça veut dire après des événements sportifs, les entreprises. Alors, j'y viens tout de suite. Je vais vous dire pourquoi je le fais dans ce sens-là. En fait, donc effectivement, l'idée c'était vraiment sur les produits, dire produits frais, encore consommables en parfait état, et une redistribution immédiate à un réseau d'associations caritatives à proximité. Dans la journée. Dans la journée. Et en fait, c'est tout simple, mais c'est une révolution parce que le fait qu'on puisse en fait consommer ces produits le jour même de la collecte, eh ben, ça permet donc de prendre des produits frais très rapidement périssables. Des sandwichs, par exemple. Et donc, du coup, on a commencé par l'événementiel sportif. Notre premier événement, c'était Roland-Garros en 2014, 15 000 repas.
une surprise pour tout le monde. Donc on s'est dit, énorme, il y a un gisement énorme. Il faut absolument chercher à, j'allais dire, démultiplier, régulariser cette action. Ce qu'on a fait en partie avec la distribution. C'est pour ça que, voilà, on a tout un tas d'acteurs différents dans notre panel, puisque l'idée, c'est en tout cas d'apporter une réponse sur les produits frais. Ce qui fait notre spécificité, effectivement, c'est que ça permet à des acteurs qui ne travaillent qu'avec du périssable d'avoir une solution. Donc c'est le cas pour l'événementiel, et on est très présent dans l'événementiel sportif. Et puis toute la restauration collective, donc restaurants d'entreprise, cantines scolaires. C'est le plus gros de votre activité, la restauration collective aujourd'hui. C'est ce qui fait notre particularité, parce qu'en volume, ce ne sont pas du tout les mêmes ordres de grandeur. C'est-à-dire que les restaurateurs savent en fait très bien réutiliser. Donc finalement, si vous voulez, les volumes sont très faibles. Il n'empêche qu'on parle effectivement d'un changement de société et qu'on a dans notre ADN envie de donner l'exemple et qu'on se rend compte que ça marche, c'est-à-dire qu'on entraîne les acteurs avec nous. Donc en fait, le fait simplement de mettre en place des solutions auprès des restaurants d'entreprise fait qu'aujourd'hui, dans les appels d'offres, c'est une exigence. Voilà. Dans l'événementiel sportif, on travaille avec Roland Garros, Stade de France, etc. Alors voilà, c'est dans une charte. Enfin, comme c'est dans la journée et comme c'est des produits frais, vous ne savez pas toujours ce que vous allez trouver. Vous nous dites, on ne veut pas déplacer le gâchis, ce serait quand même un comble. Comment vous vous organisez, Vous avez 200 bénévoles à ce jour, vous avez 3 camions frigorifiques. Ça se passe comment? On vous appelle, on vous dit venez, puis après vous vous adaptez à ce que vous avez trouvé. Racontez-nous. Alors, on a un peu de tout, mais on essaie quand même de prévoir la façon dont on travaille. Donc, on a un certain nombre de partenaires, une petite centaine, on va dire, aujourd'hui, qui a un planning de collecte, si vous voulez. Donc, au jour J, on va collecter à l'heure prévue, etc. Mais effectivement, on n'a aucune idée de ce qu'on va récupérer, puisqu'on est dans du très réactif. Et du coup, c'est très aléatoire, donc il faut s'adapter. Donc, on est toujours plusieurs dans les camions. Et puis, c'est la connaissance de notre réseau associatif partenaires qui fait que des produits qui viennent de la distribution, qui sont à cuisiner, ne vont pas aller au même endroit que des produits de la restauration d'entreprise à réchauffer. À qui? Alors, à différents types selon la nature des produits, mais on va dire sur la restauration d'entreprise, typiquement, on va avoir des plats cuisinés, par exemple, à réchauffer. C'est très adapté aux centres d'hébergement d'urgence, centres de réhabilitation sociale, par exemple. Ce sont des petites quantités, et des centres souvent pas très, très importants en taille. Via les associations, via les centres d'hébergement, tout le maillage Halte social. sociale, restaurants solidaires... partout où en fait il y a des gens qui aident ceux qui sont en difficulté. 150 000 repas distribués en 2016, ambition pour 2018, grossir, mais là il va vous falloir des financements, j'imagine. Voilà, donc on est sur une logique de changement d'échelle. C'est-à-dire que nos partenaires aujourd'hui effectivement nous demandent d'aller partout, c'est formidable, et il faut qu'on arrive à mettre les moyens en face. Je me permets juste de rajouter une chose. Ce que fait Valérie de Margerie rentre parfaitement dans la loi du 3 février 2016. Lorsqu'on a commencé à Courbevoie, les supermarchés nous ont dit on ne peut pas vous donner parce qu'il peut y avoir potentiellement l'intoxication alimentaire. Parce que ça peut briser la chaîne de froid. En contournant la règle de froid, cette fameuse chaîne de froid donc, qui était contraignante, on a fait une distribution immédiate. C'est ce que fait le chaînon manquant. Absolument. Et on le fait en camion frigo. Mais... Bien sûr, mais parfois la distribution immédiate, ce qui est la nature même de votre travail, apporte une réponse. Et du coup, ça rentre parfaitement dans ce qu'on appelle la fraternité aujourd'hui. Autre idée, justement, qui va dans le sens de cette fraternité. Même idée, récupérer des produits frais, mais pour en faire un peu autre chose. Vous allez voir, c'est une super belle initiative. Ça s'appelle Frigan Pony. Allez chercher le matin à Rungis les fruits et légumes qui ne seront pas vendus ou qui sont, comme on dit, trop moches pour être vendus. Et les cuisiner pour les servir le soir dans un restaurant. C'est installé sous le périph', dans le 19e arrondissement où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Cantine végétarienne où c'est le client qui choisit le prix. Carla Carrasquera, Laure Beignolet. Quand il se balade dans les allées de Rungis, Aladin ne recherche pas forcément les plus beaux fruits et légumes. Salut Damien, ça va? En forme? Bien, super. Il y a des choses aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a quelques. Allez. Ce qu'il vient récupérer, ce sont les produits invendus. Et ce jour-là, une grande palette l'attend chez ce grossiste bio.
C'est du chouquel qu'on n'a pas pu vendre parce qu'il tu vois, il est un petit peu jauni, quoi. D'accord, non mais ça attends. se mange. Hein. C'est totalement cuisinable, ça. Ça, c'est super pour nous. Souvent, ils sont de très bonne qualité et les chefs sont ravis de pouvoir les cuisiner. Donc, exemple, ces champignons qui sont magnifiques. Une matinée plutôt rentable, il repart avec 50 kilos de marchandises sans avoir déboursé un centime. Porte de la Villette, sous le périphérique, un hangar transformé en cantine et baptisé le Frigan Pony, un lieu qui appartient à la mairie du 19e et qui est squatté depuis le mois de novembre. C'est ici qu'Aladin et sa bande préparent des repas végétariens. Ce soir-là, Johanna est la chef cuisinière, un menu réalisé essentiellement avec les denrées récupérées à Rungis. Donc les choux d'un côté, le navet de l'autre, le riz de l'autre. Et la salade. Donc 4 éléments dans une même assiette. Super. C'est un projet collaboratif, associatif. Et ça fait tout le sens. Ensuite, on ne cuisine pas de la viande, ce que je trouve que c'est très important dans le monde d'aujourd'hui. Seule la cuisinière est rémunérée, tous les autres sont bénévoles. Un projet basé sur la solidarité de tous les membres. Je suis venu manger la semaine dernière, j'ai trouvé le concept sympa, donc je me suis dit pourquoi pas donner un coup de main aussi. Il n'y a pas de notion d'argent dans ce qu'on fait, contrairement à ce que nous dit la société. Vous voulez quelque chose, il faut consommer. Et nous, on dit, vous voulez quelque chose, il suffit qu'on s'y mette et qu'on le fasse, quoi. Voilà. Tous les meubles viennent de la récup. Le restaurant est ouvert 4 soirs par semaine. Au menu, entrée, plats et desserts. Et à la fin, c'est le client qui décide du prix. Je trouve que c'est très humain, c'est pour ça que nous venons avec des amis, pour soutenir les personnes. C'est plutôt une grande satisfaction de voir que tout ça ne part pas à la poubelle. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'économies à faire à ce niveau-là. Et puis, au niveau social, je trouve que c'est intéressant. Au début, on avait tablé sur 40 couverts par soir et on est passé à 80 parce qu'il y a une vraie demande. On ne pensait pas avoir suscité autant l'attention des Parisiens et des médias. Un lieu qui reste malgré tout sur la sellette. Une procédure d'expulsion est en cours. Mais cette communauté espère bien que la mairie finisse par leur louer le local à moindre prix pour installer durablement cet esprit de partage. Bon, c'est fait, hein. Le bail a été renouvelé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que les belles initiatives comme ça, on sait qu'elles font des petits. Ils ne sont pas encore délogés, ils restent là. Vous vous êtes engagée, Lucie Bache, sur ce même créneau dont on parle, qui est la redistribution des invendus, mais via le numérique cette fois et via à une appli Too Good To Go, qui n'est pas seulement destinée aux associations, mais qui est destinée à tous. Expliquez-nous l'idée, le principe, comment ça marche. L'idée, justement, c'est de permettre à chacun d'entre nous de s'engager concrètement au quotidien contre le gaspillage alimentaire. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment agir, en fait, et comment avoir un impact concret sur la réduction du gaspillage alimentaire. Donc l'idée de Too Good To Go, c'est vraiment de permettre à chacun d'entre nous, tous les citoyens, de s'engager au quotidien en ayant une action toute simple pour réduire le gaspillage alimentaire. Et donc, en fait, on va connecter tous ces commerçants de quartier qui peuvent avoir des invendus à la fin de la journée, donc le boulanger, le pâtissier, le supermarché, le restaurateur, qui se retrouvent avec des produits qui n'ont pas vendu le jour même et qui ne peuvent pas remettre en vente le lendemain. On va les mettre en relation avec des consommateurs, des citoyens. Lambda. Vous et moi, n'importe qui va aller passer récupérer à la fermeture les produits restants et donc leur éviter la poubelle. À prix cassé, c'est-à-dire que c'est un bon plan pour le citoyen. L'idée, c'est vraiment d'avoir une solution gagnant-gagnant où le commerçant ne va plus jeter ses produits à la fin de la journée et le citoyen va se régaler avec de très bons produits, leur éviter la poubelle et payer un tout petit prix. C'est géolocalisé, évidemment. Comment vous avez sélectionné vos commerçants, qui sont d'ailleurs notés, comme sur les sites de, je ne vais pas les citer, mais de voiturage, de taxi qu'on a dans toutes les villes. Et voilà. Et on a des notes, des ratings. On met 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. C'est comme ça que ça marche. Alors, l'idée, c'est que donc, vous téléchargez l'application Too Good To Go et ensuite, effectivement, vous allez être géolocalisé pour voir les partenaires commerçants qu'il peut y avoir autour de vous. Vous sélectionnez celui chez qui vous voulez passer ce soir et vous payez un tout petit prix. En général, on est autour de 2 à 4 euros. Et le soir même, vous vous présentez directement chez le commerçant et lui, en fonction de ce qui reste, il va constituer votre panier surprise
que vous allez pouvoir déguster le soir même. Le modèle économique, comment marche le partenariat avec les commerçants et vous, comment vous avez monté ça? La belle chose dans la réduction du gaspillage alimentaire, c'est qu'on crée vraiment de la valeur économique. Et donc, on va pouvoir permettre aux commerçants de récupérer une somme sur des produits qu'il aurait jetés sinon, à l'utilisateur de pouvoir manger de bons produits en payant un tout petit prix, et à l'application de se rémunérer tout en proposant un modèle gratuit aux commerçants qui nous rejoignent. Ça cartonne, 14 salariés, appli téléchargée par 1,5 million de personnes, 2500 commerçants et des partenariats aussi, puisque vous incitez par exemple les commerçants à faire des dons à des associations, c'est ça? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de garder ce cercle vertueux et un modèle qui est cohérent jusqu'au bout. Certains de nos commerçants, effectivement, ne comptent pas sur cet argent, puisque c'est des produits qu'ils auraient jetés habituellement. Et donc, on les encourage à reverser les profits qu'ils ont générés via l'application à une association. Par exemple, on a mis en place un partenariat avec Action contre la faim, en se disant, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire, on va pouvoir utiliser les fruits de ce combat à une action positive aussi en aidant les associations qui luttent contre la faim et qui luttent contre le gaspillage. Et objectif pour 2018 ? Aujourd'hui, les chiffres changent énormément. On a atteint les 1 million de téléchargements, donc effectivement, ça bouge très vite. L'idée, c'est encore de continuer à se développer. On parlait de 2500 commerçants, on est environ dans 50 villes en France. On veut vraiment pouvoir se développer dans encore davantage de villes et puis de densifier le réseau. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 800 commerçants à Paris intramuros et en fait, il y a encore des gens qui nous disent qu'ils aimeraient voir leur boulangerie de quartier se retrouver sur l'application. Donc on essaie vraiment d'ajouter et de convaincre un maximum de commerçants de s'engager contre le gaspillage alimentaire et aux citoyens de vraiment se passer le mot pour avoir un impact important sur la réduction du gaspillage. De plus en plus d'acteurs qui vont dans ce sens-là. C'est le cas avec l'appli que vous avez lancée, Arrache des Rembarches, à la suite de la fameuse loi dont on parlait tout à l'heure, ce qui contraint les supermarchés à donner leurs invendus et non pas à les jeter. Ça s'est traduit concrètement par une appli, puisqu'aujourd'hui, le numérique est évidemment un incontournable, et ça s'appelle The Food Life. En un mot, le principe? On a lancé ça avec Marc Simoncini, un entrepreneur. Mythique. Absolument, et SNC. Concrètement, ça met en contact les démunis, les supermarchés et les associations, puisque la loi, en fait, permet en fait la distribution, l'obligation aux supermarchés de donner. Voilà. Vous allez en fait sur l'appli, vous êtes un démuni ou une association, vous regardez les supermarchés qui sont dans l'obligation de faire un partenariat. S'ils ne le font pas, on sait tout de suite quel supermarché ne le fait pas. Dans ce cas, faut le dire, vous allez le faire. Et si par contre vous voyez qu'un supermarché a fait un partenariat, quand vous êtes un démuni, vous allez récupérer directement les invendus et à l'heure à laquelle vous récupérez les invendus alimentaires. Donc association comme citoyen, c'est important. Absolument. De le répéter. Et surtout vous comme journaliste pour constater qui joue le jeu de la loi ou pas. On dénonce les mauvais joueurs. On n'est pas dans la dénonciation. On est aujourd'hui dans un cercle vertueux, comme l'a dit Lucie. On sait exactement qui applique la loi. Je rappelle juste en fait que cette loi, en fait, c'est un droit opposable. C'est-à-dire que si vous venez avec votre association réclamer les invendus alimentaires, le supermarché est dans l'obligation de le donner. Donc, en fait, on numérise en fait les informations sur cette carte. Supermarché, restauration collective, on en a parlé. Autre chantier brûlant, les cantines. La région Île-de-France sert 40 millions de repas chaque année dans les 470 lycées. Le gaspillage est estimé à 18 millions d'euros par an. Et encore, on ne parle pas de l'école et des collèges. Comment arrêter cette hémorragie? Reportage Isabelle Dupont, Isabelle Audin. Dans les 470 lycées de la région, 7200 tonnes de nourriture finissent chaque année à la poubelle. Le conseil régional veut mettre en place dès l'an prochain des mesures anti-gaspi dans les cantines. Et à l'ère du tout numérique, l'une des propositions serait une application sur smartphone et tablette. Elle permettrait de mieux anticiper le nombre de repas à prévoir. Une application, par exemple, préparée par des startups, puisse par exemple permettre à des parents de dire ou aux élèves de dire voilà, je suis présent demain et voilà sur les 2 ou 3 plats de substitution ce que nous voudrions avoir. Voilà. Ça ne remettra pas du tout en cause la qualité du produit, mais par contre ça permettra de réfléchir à la meilleure quantité que le lycée, la cantine scolaire pourra mettre à la disposition de l'élève. Autre solution envisagée, proposer des doggy bags aux lycéens pour emporter les restes de leur plateau repas ou encore redistribuer les repas non consommés à des associations caritatives. Ces mesures pourraient permettre d'économiser 14 millions d'euros par an.
Un plan lancé au niveau régional par Valérie Pécresse, qui est la présidente de la région, et auquel vous avez participé à Rachdir-en-Barge. Elle m'a nommé chargé de mission pour cette mission sur le gaspillage alimentaire pour les lycées, notamment, et c'est les événements sportifs et culturels. L'objectif, c'est, comme vous l'avez rappelé, 18 millions d'euros de gaspillage. Le rapport que je lui ai fourni va lui permettre d'économiser 14 millions. Une appli pour les lycéens, par exemple, avant le repas, on dit ce qu'on veut manger, on commande, et du coup, on a les quantités. C'est une des pistes avancées. Il y a 3 étapes, avant, pendant et après. Avant, l'élève peut et doit même s'inscrire pour dire oui, je serai présent, avec un plat principal, un plat de substitution. Ça permettra au chef de savoir... mieux calibrer. Absolument. Deuxième point, pendant, c'est-à-dire que l'élève peut potentiellement récupérer avec un doggy bag pour son 16 heures, son goûter. Et puis après, faire des partenariats. Alors là, ça m'intéresse, le chaînon manquant par exemple. Faire une distribution immédiate, récupérer ce qui n'a pas été pris et les redonner automatiquement aux associations pour que les démunis puissent manger. Valérie de Margerie, vous travaillez beaucoup avec les cantines et votre objectif est sûrement, j'imagine, de travailler de plus en plus avec elles. Bah, tout à fait, c'est très intéressant en fait, de toucher les écoles et même l'éducation, d'emmener les jeunes avec nous, parce que c'est quand même pour leur génération qu'on fait tout ça, quelque part, pour les générations futures et notre planète. Donc c'est passionnant. Alors effectivement, on travaille avec les écoles, parfois en dépannage, grève des profs, panne d'électricité, etc. Parfois, de façon régulière, avec les caisses centrales des écoles, parce qu'il y a toujours des surplus de production avant que ce soit éclaté dans les écoles. Enfin, il y a plein de choses à faire. En tout cas, la sensibilisation, ça marche. Il ne faut pas croire que c'est juste comme ça des messages qu'on envoie en l'air. Exemple, le restaurant administratif du conseil régional, le gaspillage par plateau a reculé de 24% après une campagne menée en 2014. Anne Le Guéniot, vous vous engagez aussi pour votre territoire. Vous avez participé à un programme Ville Zéro Déchet lancé à Nanterre. Alors, c'est au tout début. Donc, on a lancé la première réunion. Et on sait que, par exemple, Roubaix a lancé un programme Territoire Ville Zéro Déchet. Et on est très attentifs, on va essayer de les copier. Vous sentez que ça répond en face quand vous cherchez à sensibiliser, que ce soit au niveau individuel, quand vous parlez de votre expérience, ou quand, au niveau régional et au sein de votre mouvement Zero Waste, vous sentez que ça répond, que les gens sont sensibles à ce message? Ah oui, alors ça interpelle beaucoup. C'est vraiment la stupéfaction en général. Et on sent de plus en plus un engouement. Et je pense que notre travail, ça va être de répondre de plus en plus à la demande. Je pense qu'il est vain d'aller convaincre des gens qui n'y sont pas sensibles. On peut perdre du temps. Vaut mieux aller répondre à la demande parce qu'il y a vraiment... Elle est là, la demande, oui. La demande est là. Beaucoup de gens ont envie d'être plus en phase avec leurs idées. Et ont envie vraiment de réduire leurs déchets. J'ai envie de dire qu'on en était tous conscients et ce qui manquait, c'est l'action. Et ce qu'on entend et ce qui s'est passé depuis 2014, que ce soit au niveau politique ou au niveau du terrain, c'est qu'il y a eu de l'action. Ça y est, on est dedans. C'est ce que vous avez senti, vous. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est que l'enjeu, et qui parle à tout le monde, il est global. Il est global, c'est de dire un tiers de la nourriture est jetée. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de ressources naturelles, de pollution, etc. Et en fait, l'action, elle est d'abord locale. Voilà. Mais il y a une multitude d'actions locales qui se mettent en place et qui, aujourd'hui, grossissent et vont devenir nationales, globales, etc. Mais c'est mettre en phase les deux. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a vraiment son rôle à jouer. Nous, on parle énormément avec les collectivités locales qui poussent aussi le projet sur leur territoire. Chaque citoyen peut aussi avoir un vrai impact. Chaque commerçant peut décider de s'inscrire dans une autre dimension. Et de la même manière, les grandes surfaces ont aussi énormément à jouer dans la façon dont elles produisent, dans la façon dont elles distribuent. Donc je pense que c'est essentiel que chacun se sente directement concerné, en fait, parce qu'on peut vraiment avoir un impact énorme si chacun s'y met, en fait. Si vous deviez avoir un seul conseil à donner à nous pour moins gaspiller. Je pense qu'on est tous acteurs du gaspillage ou de la lutte contre le gaspillage. Voilà, donc il faut choisir une action. Effectivement, il y en a tellement, on en trouve partout. Mais se dire, voilà, je prends quelque chose de simple, je le fais, que ce soit aller voir mon entreprise, aller voir mon supermarché ou chez moi, peu importe. Mais chacun commence et c'est une étape à la fois. Sachez que c'est possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives et on n'a pas besoin de faire trop compliqué. Il faut commencer petit, avec des petites actions toutes simples. Et c'est ça qui va changer énormément.
Donc, ouais, ouvrez les yeux. Une application comme Too Good To Go, c'est un des exemples. Mais il y a aussi à télécharger, bien sûr. Mais demandez le doggy bag au restaurant pour que ça devienne une habitude. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses et encore une fois, c'est à nous de faire changer les choses. Et si aujourd'hui, le supermarché utilise ça comme un aspect marketing, c'est parce que le consommateur est demandeur de changement. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission préparée par Léo Brachet. Merci à tous. 9h50 le matin, c'est tous les jours sur France 3 Paris Île-de-France. Je voudrais remercier la Maison des économies solidaires et innovantes qui s'appelle Les Canaux et qui nous accueille aujourd'hui. C'est dans le 19e, inauguré en novembre 2007, quasiment entièrement réhabilité à partir de matériaux recyclés et qui est un lieu d'échange et de partage pour tous les acteurs de l'économie durable et solidaire. Donc on est en plein dans les mêmes combats. 9h50 le matin, c'est tous les jours sur France 3 Paris Île-de-France. J'ai un immense plaisir à vous retrouver et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée. C'était 9h50 le matin avec Nature House. Suivi diététique pour perdre ses kilos. Nature House, plus de 25 ans d'expérience dans la perte de poids. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Face à Face. Merci de rester fidèles le matin à France 3 Paris Île-de-France. On va mettre un peu de soleil dans l'eau froide ce matin et nous plonger du côté de la Méditerranée avec une voix qui nous ensoleille, la chanteuse Julie Zenati est l'invitée de ce numéro de Face à Face. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Bonjour. Et merci surtout de nous donner du soleil. On en a bien besoin en ce moment parce qu'on ne peut pas dire que le temps soit au beau fixe. C'est l'hiver, il fait froid, il pleut, il vente, il neige. Et vous nous donnez du soleil avec ces Méditerranéennes. Vous serez au Bataclan le 3 février prochain et vous ne serez pas toute seule au Bataclan car ce spectacle est un spectacle choral et collectif. Tout comme l'album, oui. Ça sera un spectacle sous le signe de l'espoir, de la célébration de la vie, avec entre autres Chimène Badi, qui est ma compère sur ce disque, et puis Elisa Tovati, Nawel Benkrayem, Samira Bramia, Slimane, qui seront avec nous sur la scène du Bataclan le 3 février. Une belle distribution. Alors, je montre l'album qui est un très beau succès. Transformation de cet album sur scène. J'imagine que c'est pas la même atmosphère, que vous avez le public, que ça va être très chaud. Alors chaud et puis nostalgique aussi, parce que c'est aussi l'histoire de la Méditerranée, ce sont les rencontres, c'est aussi l'itinérance, l'exil. Donc il y a ces deux parties comme ça et ces deux visages de la Méditerranée qu'on va essayer de retranscrire sur scène avec plein de voix, les musiciens et de jolies histoires qu'on a envie de partager en fait avec les gens. Et c'est sûr que fatalement l'ambiance sera de fait sous le signe de la fraternité, du respect et évidemment, j'espère, de la chaleur humaine. Alors vous soulignez, Julie Zenati, ce côté un peu nostalgique de cette musique. Que représente-t-il justement ce côté-là pour vous? Quel lien avez-vous avec cette Méditerranée-là qui sont vos origines? Voilà, c'est une partie de mon héritage et c'est une partie de ce que je suis. Et je pense que la voix que j'ai, c'est cette voix un peu pleureuse pour certains et nostalgique pour d'autres, vient probablement de mon héritage et de celui de mes parents. Et j'avais envie de célébrer la Méditerranée et toutes ces cultures avec des musiques et des langues qui viennent de différents pays, des chansons qu'on a adaptées, des chansons qu'on a reprises, des voix qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Et voilà, pour moi, c'est un peu ma Madeleine de Proust, finalement. Alors, vos racines à vous, Julie, c'est l'Algérie, l'Italie. Oui, l'Espagne. L'Espagne. Vous avez beaucoup entendu parler de cette culture. Vous l'avez vécue comment à Paris, enfin en région parisienne, j'imagine? Oui, à Paris. À Sarcelles, c'est ça? À Paris, oui. Mes grands-parents habitaient à Sarcelles, ma mère aussi. Et comment? Au travers de différentes saveurs, au travers de langues, au travers de traditions, de croyances, au travers de superstitions, et puis aussi de cartes postales que j'ai pu lire dans les yeux de mes grands-parents, voilà, simplement. Et puis finalement aussi dans les traits de ma mère.
Alors on écoute votre profession de foi qui nous donnera un petit avant-goût de l'esprit qui régnera au Bataclan le 3 février prochain. La Méditerranée, c'est la seule réponse que je peux faire quand on me demande d'où je viens. Je pense alors à nos ancêtres, nos parents qui se sont croisés, mélangés, ont partagé les mêmes danses et le même beurre de baratte. Et quand on chante les mêmes chansons et que l'on savoure la même cuisine, on ne peut que vivre ensemble. Entre nous, quel que soit notre passeport, notre religion ou notre langue natale, nous n'avons jamais eu besoin de parler de tolérance, de respect et de vivre ensemble. Nous sommes comme des enfants nés de la même histoire. Chanter la Méditerranée, c'est chanter cette richesse-là, c'est chanter contre tous ceux qui nous séparent. Et Julie Zenati est l'invitée ce matin de Face à Face. Elle sera sur la scène du Bataclan le 3 février prochain avec Chimène Badi, entre autres, et tous ses camarades. On peut dire que cet album que je remonte, c'est ce qu'on appelait dans le temps un album concept. Oui, alors moi, j'aime pas ce mot. Pour moi, c'est tout faux. Moi, j'aime pas ce mot. Voilà. Vous avez le droit. Parce que c'est pas une réflexion. C'est d'abord une envie, quelque chose qui vient du fond de mon ventre, de mes tripes. Et c'est avant tout une parole. C'est une parole de femme, essentiellement. Et puis, c'est une parole aussi de liberté dans des temps qui sont un peu sombres et douteux. Et voilà. Donc, pour moi, c'est pas un concept, c'est vraiment une parole. Alors j'aurais dû dire peut-être unité. Il y a une unité à travers toutes ces chansons. C'est-à-dire que c'est pas des chansons posées. Voilà. Alors c'est pour ça que je parlais de concept. Oui, mais bien sûr. Mais parfois il a été galvaudé. Ouais. On a toujours l'impression qu'un concept c'est fait vite fait, que c'est fait pour vendre des disques et que c'est juste un truc marketing. Or nous, notre défi était avant tout de mettre en lumière des cultures qui ne savent plus vivre ensemble alors qu'elles ont grandi, elles se sont faites ensemble. Donc ça, ce sont des questions d'actualité que vous nous posez. C'est votre regard sur le monde contemporain et sur l'actualité quotidienne. Oui, bien sûr. Et puis c'est aussi une espèce d'ode finalement ou d'hommage à l'adolescence que moi j'ai eu la chance de vivre, c'est-à-dire j'ai vécu dans la mixité, dans le mélange des cultures, le mélange des religions. C'était une France black, blanc, beurre. Et c'est aussi ce que j'ai envie de léguer à mes enfants, de leur raconter ça et de leur donner envie d'aller vers les autres et de ne pas oublier que la richesse, c'est avant tout les autres. On sent que vous êtes très porté par ce spectacle et par ce disque Méditerranéenne. J'ai l'impression que ça n'a pas la même importance que ce que vous avez fait avant. Je ne dis pas que ça n'en avait pas avant, mais on sent que c'est vraiment, vous avez mis beaucoup de vous-même. C'est une autre partie de moi que j'ai proposée et que je donne dans cet album. Et puis d'être un peu entre guillemets, le chef d'orchestre de toutes ces belles voix qui m'ont fait confiance et de venir défendre un disque où finalement il n'y a pas mon nom, il y a juste une histoire à porter. Voilà, ça me porte, ça me remplit et je suis très heureuse de pouvoir partir en tournée, entre autres avec Chimène. Pendant un an, on va se retrouver sur toutes les scènes de France et c'est un grand plaisir. Alors c'est vrai que vous partez en tournée après le Bataclan, puis vous reviendrez à partir d'octobre en région parisienne, plusieurs dates en région parisienne. Ouais. Est-ce qu'il vous arrive, Julie Zenati, de regarder dans le rétroviseur depuis Notre-Dame de Paris, puisque c'est évidemment ce qui vous a rendu très populaire dans ce pays, ça fait un peu plus de 20 ans. Ouais. C'est dur à dire. C'est dur. Ça fait mal ça. Mais c'est déjà l'heure des bilans ou on fait déjà un point sur sa carrière? En fait, oui et non. Je pense que c'est un métier qu'on recommence à chaque fois. À chaque sortie d'album, on recommence à zéro, simplement. Donc, non. Un nouveau départ donc avec ces Méditerranéennes. Je rappelle, ce sera au Bataclan le 3 février prochain. Et puis cet album. Merci beaucoup Julie Zenati d'être venue nous voir ce matin sur France 3 Paris Île-de-France. Très belle journée à vous. Très belle journée à toutes et à tous.